Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et essayiste Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Vendredi, on a un Premier ministre qui fait des annonces, des aides, des mesures de simplification, notamment, sans s'appesantir dessus, l'annulation de la hausse de la taxe sur le GNR, le gazole non routier. Pourtant, la colère ne retombe pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la colère retombe dans le monde rural ? Je crois qu'il faut d'abord bien comprendre la nature de cette crise. C'est-à-dire que l'augmentation du diesel agricole, c'est vrai que ça a été le détonateur. Mais le vrai problème, c'est qu'on a construit un modèle qui est un modèle absolument insoutenable. Et que ce modèle, il a été construit, il est appliqué en France alors avec une rigidité et j'allais dire un degré de surtransposition très important, mais l'origine du problème, c'est une origine européenne. Et ce qui est intéressant de voir dans ce mouvement, c'est que c'est la première fois qu'on a un mouvement des agriculteurs sur l'ensemble de l'Union. En réalité, on a déjà vu une traduction politique très importante aux Pays-Bas, où le parti BBB, le parti paysan, a gagné les élections régionales, a fait une percée spectaculaire. On voit ce qui se passe en Allemagne, qui n'était jamais arrivé auparavant. On a les paysans polonais qui bloquent la frontière avec l'Ukraine. On a des mouvements aussi en Grèce, un peu partout. Et donc, pourtant, derrière... on reste une puissance, voire la première puissance agricole européenne. Non. On ne l'est plus. En termes d'exportation, maintenant, l'Allemagne et les Pays-Bas sont devant. Ouais. Alors les Pays-Bas, avant, effectivement, on verra ce qu'il arrive du programme absolument drastique et complètement déraisonnable qui avait été mis en place et qui pensait, par exemple, éradiquer tout le cheptel des Pays-Bas. Mais c'est vrai que derrière... c'est là où c'est une vraie question de modèle, c'est que je pense qu'on a cette espèce de contradiction complète. Vous venez de parler des États-Unis. Ouais. Dans la puissance américaine, il y a effectivement le programme de l'IRA, mais fondamentalement, pourquoi est-ce que les États-Unis aujourd'hui sont puissants? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de 2% de gains de productivité? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de repasser devant la Chine? Parce qu'ils ont gardé en tête que quand on est souverain, maître, puissant en matière agricole, en matière de technologie, en matière d'énergie et en matière de défense, à ce moment-là, on a déjà les bases pour affronter pas mal de chocs économiques ou stratégiques. La politique européenne, dans un monde, on va avoir plus de 9 milliards d'hommes, on en a déjà 10% qui souffrent de la faim aujourd'hui, et on a organisé la diminution de la production. Donc on organise la pénurie et on organise la dépendance. Ça c'est d'un point de vue macro. J'entends d'un point de vue macroéconomique. Après, quand on écoute les agriculteurs, ils nous disent en gros, on est asphyxié par les taxes, oui, par les normes, la paperasse, la réglementation. Mais ça c'est... à qui la faute? Alors je pense qu'il y a les deux couches. Il y a un modèle européen qui est le modèle du Green Deal, qui est complètement déraisonnable, avec 10% de jachère et donc à terme 15% de baisse de la production, 16% de baisse du revenu. C'est complètement... Ce Green Deal, pourquoi? C'est une question de décarbonation de l'économie? Pourquoi est-ce que... Absolument, mais je pense que c'est une décarbonation, si vous voulez, c'est là où on s'est complètement trompé. Là encore, la comparaison avec les États-Unis est très intéressante, c'est que c'est une décarbonation qui est fondée sur la décroissance, la baisse de la production. En zone euro. Aux États-Unis, l'IRA, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on lit... production, réindustrialisation, transition écologique et stabilisation de la classe moyenne. Donc, c'est évidemment ça. Personne ne nie le fait qu'il faut améliorer les pratiques agricoles, qu'effectivement, il y a un usage excessif des pesticides. Mais par exemple, l'idée de mettre 10% des terres en jachère, ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est complètement déraisonnable. De même, interdire toute une série de molécules alors qu'il n'y a pas de substitut. Mais là, la France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de molécules qui sont interdites en France alors qu'elles sont permises dans le reste de l'Union. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est la filière cerise, qui a été complètement... La mouche de la cerise a exterminé entièrement la filière de la cerise française,
alors même qu'on importe massivement des autres pays des cerises sur lesquelles on peut utiliser cette molécule. Il y a aussi, comme vous le savez, le cas de la betterave, avec les néonicotinoïdes et donc l'interdiction complète, alors qu'il n'y a pas de substitut. Ça, c'est complètement déraisonnable. Surtout que ça veut dire que derrière, on importe des produits d'un certain nombre de pays qui n'appliquent pas du tout ces normes. Et le fond du problème est là, c'est-à-dire qu'on interdit de produire en France qu'on importe par ailleurs. Voilà, mais si vous voulez, là où le système... Ça, c'est l'Europe ou c'est la France? C'est largement... c'est l'Europe plus la couche française. Mais, si vous voulez, là où il y a aussi cette espèce de folie de penser que le monde entier va adopter les normes administratives et les taxes qui tuent l'agriculture en Europe. Évidemment que le reste du monde ne va jamais faire ça. Donc quand on explique... Pourquoi l'agriculture française va si mal? Pourquoi est-ce qu'elle va si mal, l'agriculture française? L'agriculture française, elle va si mal parce qu'elle est sur un modèle qui est un modèle insoutenable, ce que j'ai décrit. Donc on a voulu... Vous parlez d'une bombe économique, sociale et politique dans le Figaro là ce week-end. Oui, la bombe économique, on l'a parce que c'était un des pôles d'excellence vraiment de la France. On était, comme vous l'avez rappelé, le 2e exportateur mondial, maintenant on est le 5e, mais surtout, on importe maintenant 20% de notre consommation. Donc, qu'est-ce qui reste de l'agriculture française? Et c'est pour ça que c'est un modèle qui est devenu complètement polarisé, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui continue à bien marcher, c'est le luxe. Donc tout ce qui est les vins, mais les vins côté luxe, pas côté grande consommation. Et puis, donc un certain nombre de produits de luxe. Et puis, les céréales vont mieux depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, évidemment. Quand on reprend entre les deux, c'est une bérésina. On importe aujourd'hui 72% des fruits que nous consommons. On importe 35% du poulet, on importe plus de 30% des légumes. Et donc, ça pose la question, il y a eu cette idée de passer au bio, mais avec des techniques qui sont... complètement non opérationnels, qui aboutissent à des prix délirants au moment où le pouvoir d'achat des Français Donc, on a mis l'argent sur des filières qui n'ont pas de clients, et à l'inverse, on importe massivement pour nourrir la majorité de la population. Et dans un pays dont la vocation est normalement... La France, c'est un pays de cocaïne pour l'agriculture. On a l'espace, on a le climat, on a... le savoir-faire, et avec tout ça, on est en train de faire un désastre. Et si vous voulez, là où c'est quand même intéressant, c'est que l'agriculture, c'est un miroir grossissant, parce qu'on a fait la même chose avec le logement, on a fait la même chose avec l'énergie, on a fait la même chose avec l'industrie. Et c'est là où on devrait se poser la question, c'est là où c'est pas seulement un problème de suppression de l'augmentation stupide de la taxe sur le diesel agricole. C'est que derrière, on a un problème de modèle économique. C'est un pays... qu'il faut revoir comment alors? Comment il faut revoir ce modèle? Nous organisons la décroissance à crédit, la décroissance par la dette publique. Et comme on en décroissance de la production agricole ou même décroissance au sens large? Non, mais pour le reste, regardez les logements, on n'en fait plus. Regardez l'industrie, on a une industrie qui a perdu 2 millions d'emplois depuis le début du siècle. On crée des usines. On a des gens qui sont dans le déni complet. Regardez le médicament, il y a une pénurie majeure de médicaments aujourd'hui, du nourrisson jusqu'aux personnes âgées, et il n'y a même pas de ministre de la Santé. Donc le gouvernement peut penser que ça va mieux. Et regardez, cette crise agricole quand même, ça fait 1 an que dans toute l'Europe, les paysans sont mobilisés. Ça fait quand même 3 mois que les paysans retournent les panneaux à l'entrée des villages. Qu'est-ce qu'on en a conclu? Eh bien, que tout allait bien. Qu'est-ce qu'il aurait dû annoncer, Gabriel Attal, vendredi? Non, mais plus de ce qui a déjà été annoncé. Évidemment, on ne bouge pas un modèle économique en 2 jours. Donc, ce qui est important, comme pour beaucoup de choses, c'est que la politique aujourd'hui obéit à des coûts de communication. Elle a perdu toute prise à la fois sur le réel, mais surtout toute vision un peu prospective et stratégique. Là encore, ce qui est intéressant, c'est les États-Unis. L'IRA, ça, c'est une mesure qui est vraiment stratégique. Donc,
Évidemment qu'à très court terme, il faut redonner de l'oxygène, permettre aux gens de survivre. Et puis, comment pour le coup, en faisant... Éric Ciotti, le patron des Républicains, propose un minimum de 1 500 €, qu'aucun agriculteur devrait gagner moins de 1 500 €. Oui, mais enfin, ça, je pense que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que c'est encore mettre de l'argent public financé par de la dette dont on ne sait pas qu'elle va... pour... Les agriculteurs ne nous disent pas qu'ils ont besoin de plus de subventions. Ils nous disent qu'ils ont besoin d'un vrai revenu. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai revenu? C'est un revenu qui est garanti par de la production, de la compétitivité, de la productivité. C'est ça qui vous permet, surtout dans un métier très capitalistique, c'est ça qui vous permet d'investir et de vous projeter dans l'avenir. Ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent pas la loi Egalim, c'est qu'on comprenne bien. En partie oui, mais la loi Egalim, là encore, c'est l'idée du prix administré, si vous voulez. Donc il faut en revenir à une chose majeure, c'est que, si vous voulez, il faut produire de manière compétitive pour pouvoir vendre sur le marché et à des prix de marché. C'est comme ça que l'agriculture Comment on fait pour vendre de manière compétitive, puissante. Eh bien, on travaille sur tous les facteurs de production. Donc, on travaille sur la formation des gens, on travaille sur le capital et le prix du capital, on travaille sur l'innovation. Un des scandales de ce pays, et on a vu la même chose sur, là encore, l'énergie, c'est que la France était une superpuissance aussi parce que c'était un des plus grands pays pour la recherche en matière agronomique. On a tout cassé, on a tout arrêté. On n'a pas le droit de travailler sur la génomique, on n'a pas le droit de travailler sur la captation du carbone, alors qu'aux États-Unis, l'agriculture, qui est une agriculture puissante, mais les États-Unis travaillent beaucoup sur... Parce que, là encore, on a une vision qui est complètement biaisée. Dans l'agriculture, en matière écologique, on ne vous parle que des émissions. Mais l'agriculture, c'est aussi un des premiers pièges à carbone. Et donc, l'agriculture, elle émet, mais il se trouve qu'elle neutralise aussi beaucoup de carbone. Et là-dessus, on n'a pas le droit de travailler sur cette partie-là. Donc, c'est une absurdité complète. Donc, il faut de nouveau travailler sur l'innovation, sur la recherche. Donc il n'y a aucune réponse politique à court terme. Donc il n'y a aucune réponse. Si, bien sûr que, par exemple, sur les taxes, sur les charges sociales, on peut faire, sur les normes, on peut faire des choses à court terme. Mais ce qui est très important, c'est de travailler sur le modèle et sur le moyen terme. Et pas avec l'idée que c'est en allant vers plus d'économies subventionnées, complètement artificielles et financées par la dette, qu'on va remettre les choses en train. Parce que, bien sûr, les gens vont rentrer dans leur ferme, mais si on fait ça, il ne faut jamais oublier qu'une des prochaines crises, c'est la crise financière pour notre pays. Et donc, le jour où les marchés cesseront de nous financer de manière... ça peut être demain, dans 5 ans, dans 20 ans. On l'a vu avec le Royaume-Uni, voilà, mais ça peut... Oui. Avec le Royaume-Uni et Mme Truss, ça peut démarrer aussi du jour au lendemain. Et notamment, si vous voulez, dans un pays qui n'a plus de croissance, plus de natalité, plus de gains de productivité, et dont les dépenses et la dette publique sont sorties de tout contrôle, il y a quand même un moment donné où la réalité va finir par s'imposer. Et c'est pour ça que, si vous voulez, de même qu'il faut réfléchir au modèle sur l'agriculture, cette crise devait être l'occasion de réfléchir au modèle français qui est... Notamment cette dépendance alimentaire, pardon, je l'avais sous-estimé, et là je découvre avec stupéfaction les chiffres que vous me donnez sur les fruits, les légumes, vous avez dit la viande. Sur les fruits, c'est 72%, sur les légumes, c'est plus de 20%, sur le poulet, c'est 35%, sur le porc, c'est à peu près la même, sur la viande bovine, c'est aussi plus de 20%. Donc là encore... la balance commerciale est trompeuse parce que, évidemment, les exportations de champagne, de cognac, d'armagnac, les produits à très haute valeur ajoutée, ça, mais si on regarde l'alimentation de base, aujourd'hui, si vous voulez, il faut quand même qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid. On s'est quand même aperçu qu'on n'était pas capable d'avoir des masques, des blouses et du matériel de base pour les soignants. Le jour où on aura regardé ce qui se passe aujourd'hui avec les Houthis, qui sont quand même en train de casser des routes maritimes, la mer Rouge par laquelle transite 12% du trafic mondial,
penser qu'il n'y aura jamais de choc et qu'on va pouvoir continuer à faire venir de l'agneau de Nouvelle-Zélande congelé dans l'azote éternellement, c'est une aberration écologique, c'est une aberration et c'est un vrai risque. Et surtout, si vous voulez, il y a un certain nombre de pays, prenez par exemple l'Arabie Saoudite, bon, elle a beaucoup de pétrole, mais effectivement, aller faire de l'élevage en Arabie Saoudite ou donc on comprend que la France soit dépendante sur le plan agricole, c'est une aberration. Ouais. Il n'y a aucune raison, on a tous les atouts pour faire une agriculture à la fois productive, compétitive, respectueuse de l'environnement. Donc on peut vraiment réaligner capital humain, capital financier, capital naturel, mais à la condition de prendre ça sous l'angle production, investissement, innovation, marché, et pas sous l'angle décroissance, subvention publique et économie administrée. Vous pensez qu'il y a un risque d'extension du conflit à d'autres professions? On pense, on l'a vu, les VTC, enfin, les taxis, les pêcheurs, les artisans, les routiers, ou pas? Alors, c'est vrai que si on compare aux gilets jaunes de 2000... Le point de départ est le même, hein, ouais. C'est la taxation de l'essence. Hein. Même chose, et c'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point les gouvernants n'apprennent rien. Mais la grande différence, c'est que, en tout cas pour l'instant, c'est un mouvement qui est avant tout agricole, qui est à l'intérieur d'un secteur bien déterminé, avec un encadrement syndical, ce qui n'était pas du tout le cas, et avec des revendications qui sont quand même précises, alors que on l'avait vu au moment des Gilets jaunes, enfin, ça se promenait, il y avait le carburant, puis on était arrivé au référendum d'initiative populaire, mais c'était extrêmement fluctuant, il n'y avait pas de vrai leader, donc ça c'est différent. Et puis la grande différence, c'est la dimension européenne aussi. Mais il n'empêche que aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui présentent les mêmes pathologies en réalité que l'agriculture. À ceux qui vont dire la faute de l'Europe, la faute de Bruxelles, on leur répond quoi? Il ne faut jamais oublier que Bruxelles, c'est nous. C'est-à-dire que ce Green Deal... Il y a 9 milliards d'euros de la PAC que la France reçoit chaque année. J'ai vu ce chiffre, je vais vérifier évidemment. C'est vrai que la PAC, c'est 30% du budget de l'Union, c'est sa plus importante politique. Et il ne faut jamais oublier, si vous voulez, y compris le Green Deal, ça a été voté par le Parlement européen et les principes ont été actés par les gouvernements, mais y compris le gouvernement français. Donc cette logique de décroissance, en fait, elle a été validée. Donc quand on accuse Bruxelles, il ne faut jamais oublier que Bruxelles, c'est nous. Ouais. Merci pour cet entretien éclairant. Nicolas Bavrez, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, économiste et essayiste, à voir en replay dès 14h. Merci à vous. Merci beaucoup.